Chers amis, bonjour et bienvenue dans les conseils de lecture. Aujourd'hui, nouveau décor, nouveau concept. Nous allons démarrer avec nos épisodes de conseils de lecture. Donc aujourd'hui, ce sera le premier épisode. Mais avant de continuer, j'aimerais tout d'abord vous remercier car nous avons atteint les 1000 abonnés en quelques semaines d'activité sur YouTube. Et c'est extraordinaire. En effet, pour les gros youtubeurs, 1000 abonnés, c'est très peu. Mais pour nous, c'est beaucoup. Nous avons tout un monde à conquérir et pour cela, je compte sur vous. J'aimerais également remercier Philippe d'Investir au Pays qui m'a permis de m'exprimer sur sa plateforme, donc la chaîne Investir au Pays. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil où vous trouverez plein de choses intéressantes. Donc merci Philippe si tu regardes cette vidéo. Cela a été pour moi l'occasion de m'exprimer sur les réseaux, sur YouTube notamment, et de me créer une certaine visibilité qui m'a permis également de progresser sur ma chaîne YouTube. Donc une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau concept, les conseils de lecture. Le but de ce nouveau type de contenu est de se poser quelque peu, en comparaison aux chroniques qui vont très vite, et pour cause, de prendre le temps d'expliquer certaines choses, certains points de vue. Il y aura deux types de conseils de lecture. Il y aura des conseils de lecture synthétiques, où je présenterai plusieurs ouvrages, et j'essaierai de développer quelques idées, et vous montrer comment j'ai utilisé ces ouvrages pour construire mes chroniques. Et en parallèle, il y aura des conseils de lecture qui seront plus détaillés sur des ouvrages. Donc je vous présenterai un ou deux livres et j'irai un peu plus en profondeur dans ces ouvrages pour vous expliquer ce que je comprends de l'auteur du livre et ce que j'en tire. Comme vous avez dû le remarquer, les chroniques précédentes s'articulent autour de deux thèmes. Le premier thème est le panafricanisme et le deuxième thème est la suppression de l'esclavage. Maintenant, vous n'êtes plus sans savoir qu'il y a un lien direct entre le processus de suppression de l'esclavage, nous avons vu, qui a duré entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, et le développement du panafricanisme, qui a commencé réellement à exploser à partir du XIXe siècle, pour atteindre son paroxysme durant le XXe siècle. Donc pour construire mes premières chroniques, notamment sur le panafricanisme et le processus de suppression de l'esclavage, j'ai utilisé principalement deux livres. Le premier est celui-ci, Une histoire populaire des États-Unis, qui est un résumé de l'histoire des États-Unis. Alors, tout d'abord, c'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1980. L'auteur s'appelle Howard Zinn. Il est très connu. Il me semble que ce livre a eu un prix Pulitzer. C'est un livre, aujourd'hui, c'est un livre classique d'histoire qui est enseigné dans pas mal d'universités américaines. C'est un livre très réputé. L'idée du livre a été pour l'auteur de... En fait, c'est un auteur de gauche et l'idée est qu'il a écrit ce livre non pas du point de vue on va dire des gagnants et des puissants, mais du point de vue des faibles. Donc plutôt du point de vue des prolétaires américains d'origine européenne et du point de vue des esclaves également, puisque les esclaves ont contribué par leur force de travail à bâtir énormément de choses, à bâtir la force économique des États-Unis. Donc, c'est un livre très chronologique, depuis l'arrivée, on va dire, des anglo-saxons en Amérique, donc au XVe siècle, à l'époque moderne, jusque dans les années 80. Alors, ce qui m'a intéressé dans le livre, pour le coup, c'est le passage sur l'esclavage, et notamment, il y a des gens qui souhaitaient avoir des sources pour certains passages où j'évoque des révoltes d'esclaves aux États-Unis par exemple, ou dans les Antilles. Et bien, dans ce livre, vous trouverez pas mal d'éléments dans les chapitres dédiés à l'esclavage. Pour le coup, c'est plutôt dans la première partie du livre, donc dans les premiers chapitres. L'esclavage est pas mal évoqué, et donc j'ai découvert certains personnages tels que Walker, certaines révoltes telles que Nat Turner, énormément de révoltes, de conspirations. L'auteur met pas mal en exergue la collaboration qu'il y a eu à certains moments entre les esclaves, les Amérindiens sur place aux États-Unis, et aussi quelques blancs prolétaires. Et il montre pas mal comment l'élite, on va dire anglo-saxonne, a mis en place des stratégies pour créer la division, créer une division de classe entre les esclaves noirs, les Amérindiens
et surtout entre les esclaves noirs et les blancs, les serfs blancs qui travaillaient voilà, comme prolétaires dans des conditions pas similaires aux esclaves quand même, il ne faut pas abuser, mais quand même dans des conditions difficiles, dans le sens où ils n'avaient pas leur liberté, il fallait qu'ils rachètent par un temps de travail le billet qui les avait permis de faire la traversée de l'Europe en Amérique. Donc voilà, il y a eu des collaborations momentanées, et voilà, l'auteur le met pas mal en exergue. Et bien évidemment, en filigrane, il y a toute l'histoire des États-Unis, l'indépendance américaine, le rôle qu'ont joué les Blacks loyalistes, les premiers pamphlets écrits aussi bien par des prolétaires européens que par des esclaves même, par exemple le pamphlet de Walker. Donc, super bouquin que j'ai dû acheter en 2009 ou 2010, j'étais étudiant, dans un salon du livre d'ailleurs, à Toulouse. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le lire, vous apprendrez énormément de choses déjà sur l'esclavage, sur l'histoire des États-Unis. Vous découvrirez par exemple que l'esclavage aux États-Unis a commencé très tardivement, dans les années 1600, en 1619 il me semble. Le premier bateau d'esclaves est arrivé en Amérique en 1619. Alors qu'au Brésil, par exemple, l'esclavage a commencé quasiment dès que Christophe Colomb a découvert les Amériques. Donc à la fin du XVe siècle, en 1500 déjà, il y avait déjà à Cuba et au Brésil des esclaves noirs qui commençaient à travailler dans différents types d'exploitations agricoles ou miniers. Alors, pour le panafricanisme à proprement parler, il y a un livre majeur, un livre phare que j'ai pas mal utilisé pour construire mes premières chroniques. C'est ce livre, La naissance du panafricanisme, du professeur Orounou Lara, les racines caraïbes, américaines et africaines du mouvement au XIXe siècle. Donc ce livre, il m'a vraiment permis de construire le premier épisode sur les origines du panafricanisme avec les pères fondateurs du panafricanisme, Will Mobliden, James Forten, Walker également est cité, tel que dans le livre précédent, des personnages tels que Martha Robinson Delaunay, James Theodore Holly, donc ça c'est pour la première génération. Et ensuite ce qui est génial, c'est qu'il évoque pas mal, surtout la deuxième génération en fait, il montre comment ce que moi j'appelle la deuxième génération a mis en place la première conférence, l'unique conférence panafricaine de 1900. Donc il y a toute l'histoire de Henry Sylvester Williams, Benito Sylvain, Anténor Firmin. On voit très bien la vie d'Anténor Firmin dans ce livre. Donc le livre se termine voilà, on va dire dans la préparation de la conférence de 1900 et l'après-conférence de 1900. Ce que j'aime beaucoup chez cet auteur aussi, c'est le réalisme et le fait que voilà, il y a un respect des faits. Bon, j'en parlerai à proprement parler parce que je ferai vraiment une vidéo, une conseil de lecture détaillé pour ce livre, comme pour les différents livres. Donc, excellent livre, il m'a vraiment permis d'avoir pas mal de données pour le panafricanisme, surtout le premier épisode, les origines du panafricanisme, et la deuxième génération du panafricanisme. Je me suis pas mal appuyé sur ce livre. Et aussi sur le livre précédent pour le coup. Et donc voilà. Alors, le troisième livre que je vais vous présenter, c'est un livre d'histoire classique, on va dire, d'un auteur français, Pierre Belperron, La guerre de sécession. Bon là, c'est vraiment l'histoire de la guerre de sécession aux États-Unis. Moi, ça fait longtemps que je me suis intéressé au sujet, depuis une dizaine d'années. Mais bien que ce soit l'histoire de la guerre de sécession, donc une partie de l'histoire des États-Unis, en filigrane, vous savez bien que la guerre de sécession, dans le fond, il y avait un paramètre suppression de l'esclavage. Et donc ce livre est pas mal parce qu'il permet de mettre en perspective aussi cette histoire de suppression de l'esclavage, notamment le rôle de l'économie, parce qu'on met toujours en avant le côté humaniste de la suppression de l'esclavage. Dans ce livre, on met pas mal en exergue le côté économique. Donc, par exemple, dans les chroniques, vous avez dû remarquer que j'évoque pas mal, par exemple, la nouvelle bourgeoisie américaine qui transforme les matières premières, qui bâtit, on va dire, les États-Unis.
les décisions qu'ils ont fait prendre à Lincoln, par exemple, de ne plus importer certaines matières premières, enfin certaines machines, outils venant d'Europe, etc., pour industrialiser les États-Unis. Certaines données sur l'évolution de la production du coton, les disparités entre le nord et le sud d'un point de vue économique, les modèles économiques entre le sud et le nord, le sud plutôt esclavagiste, le nord plutôt industrialisé, etc. Il y a pas mal d'éléments qu'on retrouve dans ce livre, La guerre de sécession de Pierre Belperron. Donc un livre d'histoire relativement classique, voilà, que vous pouvez donc vous procurer. Il est vraiment très bien à lire en parallèle avec l'histoire, une histoire populaire des États-Unis d'ailleurs. Voilà, ça permet de faire quelques similarités. Et un autre livre, c'est ce livre, Les âmes du peuple noir, de Dubois. Alors c'est un livre qui est né en 1903. Alors il y a un élément très important, c'est que quand vous lisez un livre, la première chose à savoir, avant même de regarder l'auteur, c'est l'année de première publication, l'année de première parution, parce que c'est très important, parce qu'entre un livre qui est paru par exemple en 1700 et un livre qui est paru en l'an 2000, c'est pas la même chose. Les concepts, vous vous en doutez bien que les concepts qui sont développés, c'est pas pareil, les mentalités ont évolué, la perception des choses a évolué, l'historicité a évolué, voilà, le mindset de l'auteur a évolué comme le mindset de la société, et il est toujours important, et il faut éviter de tomber dans cette erreur, c'est d'oublier de resituer un concept, un livre, une idée, des pensées dans une époque historique. On ne peut pas délocaliser des livres, des pensées d'une époque à une autre. On ne peut pas, par exemple, c'est pour ça que ça me gêne de juger, par exemple, des livres du passé. Des livres qui ont été écrits au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Bah, c'est difficile de le juger aujourd'hui avec notre point de vue parce que nous sommes dans une société donnée, à une situation géographique donnée, à une période donnée. Mais on ne peut pas juger quelqu'un qui a vécu dans une autre société où la norme était différente, où certaines choses qui étaient acceptées communément ne sont plus acceptées aujourd'hui, etc. Donc il faut éviter de tomber dans cette erreur. Et pour ça, la première chose à faire quand on veut commencer à lire un livre, c'est d'abord voir l'année de publication. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est l'auteur, connaître à minima l'auteur qui a écrit le livre. Donc ici, le livre a été publié pour la première fois en 1903 par Dubois. Alors nous avons pas mal évoqué Dubois. Ici, ce n'est qu'un seul de ses ouvrages, il a écrit plein d'autres livres. Pour résumer, en gros, je pense que c'était dans l'épisode où je parlais il y a un épisode où j'évoquais la vie de Dubois, je pense que c'est la deuxième génération du panafricanisme, et je disais que Dubois a eu deux temps, enfin sa vie est séparée en deux parties, en deux grandes parties, une partie aux États-Unis, où il était plutôt pour la lutte pour l'émancipation, on va dire, des droits civiques des Américains. Donc là, on est plutôt dans la fin du 19e siècle, la fin du 18e siècle, début du 19e, donc on va dire entre 1885 et 1915, on va dire. Et une deuxième partie, pour le coup, qui est la partie où il participe énormément au congrès panafricain, enfin il organise même les congrès panafricains, plus tard il rencontre Kwame Nkrumah, puis il va vivre au Ghana, etc. Donc ça c'est la deuxième partie, mais ce livre, c'est un livre sur la première partie de la vie de Dubois, où il est plutôt militant pour les droits civiques aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que à cette époque, sa ligne est plutôt proche, alors pas vraiment proche, mais est assez proche de la vision de Marcus Garvey finalement, parce qu'il y a une célèbre phrase de Dubois qui est très connue, qui est du coup dans ce livre: le problème du XXe siècle est le problème de la ligne de partage des couleurs. Donc par là, il évoquait bien évidemment la race, le racisme, ça c'était vraiment son point de vue avant. Bien évidemment, son point de vue a quelque peu évolué, et il est parti, on va dire, d'une vision des choses plutôt raciale à une vision des choses plutôt de classe. Dans la deuxième partie de sa vie, il est plutôt passé dans l'analyse, on va dire, de gauche de l'histoire, en voyant les dynamiques économiques, les dynamiques sociales, etc.
Et pour ça, il s'est pas mal inspiré des mouvements socialistes en Europe. Mais pour revenir à ce livre, voilà, ce livre, c'est vraiment un livre de la première partie de sa vie. Je ferai une vidéo dédiée pour ce livre, qui est très intéressant. Voilà, mais le plus important, c'est que voilà, un auteur aussi, par exemple Dubois, il a vécu 95 ans, et vous vous doutez bien que durant toute sa vie, son point de vue a évolué sur certains points. Donc par exemple, je ne peux pas prendre ce livre qu'il a écrit en 1903. En 1903, il avait quel âge? Il est né en 1868. Donc ça veut dire qu'en 1903, il avait alors 70, 2000, il avait 32, il avait 35 ans. Voilà, il a dû écrire ce livre lorsqu'il avait 35 ans. Et on ne peut pas comparer par exemple avec un livre qu'il aurait écrit par exemple quand il avait 75 ans. Où il a, voilà, entre 35 ans et 75 ans, il y a 40 ans, il a vu des nouvelles choses, il a intégré des nouveaux paramètres, il a vécu de nouvelles choses. Donc je ne peux pas prendre ce livre et dire la pensée de Dubois, c'est ce livre. Non, son point de vue a évolué. Et ce qui est intéressant, c'est pas de prendre un seul de ses livres. Bon, là, moi, je n'ai que celui-ci. J'essaierai de me procurer d'autres et de les lire. Mais voilà, l'idée, c'est de dire que l'évolution d'un auteur se voit aussi par les différentes œuvres, les différents livres qu'il a commis au fur et à mesure dans le temps. Donc aujourd'hui, par exemple, pour connaître le point de vue de Dubois plus tard, parce que là, du coup, je n'ai qu'un livre sur la première partie de sa vie, ben, par exemple, j'ai lu d'autres auteurs qui évoquent Dubois. D'autres auteurs, d'autres articles, etc., qui évoquent l'évolution de Dubois. Mais effectivement, ce travail, il reste à faire, de lire des œuvres de Dubois sur la deuxième partie de sa vie. Alors, pour le troisième livre, je vais vous montrer... Alors là, c'est le troisième livre, c'est ce livre qui est un classique du panafricanisme. Le livre, il est en anglais, Christianity, Islam and the Negro Race. C'est un livre, c'est un livre qui a été écrit en 1887 par Edward Wilmot Blyden. Alors le livre, il est en 1887. Il faut savoir que 1887, c'est l'année de naissance de Marcus Garvey. Parce que Blyden, lui, il est né en 1832. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Dubois. Dubois, il est né en 1868, comme Henry Sylvester Williams, et à une année près, comme Benito Sylvain, qui est né en 1869. Donc Garvey, c'est un peu le jeune, en fait, à cette époque, parce qu'il est né en 1887, c'est relativement tardif. Et 1887, c'est l'année de parution de ce livre. Livre très intéressant, qui montre bien déjà la réalité de Blyden. Alors on a évoqué Blyden dans les origines du panafricanisme. Lui, en gros, il représente le courant des panégristes remigrationnistes, c'est-à-dire ceux qui se sont alliés à l'American Colonization Society pour repartir en Afrique. Donc il est reparti en Afrique, il a fait partie des colons, on va dire, afro-américains qui ont construit le Libéria, et il en a même fait la promotion durant toute sa vie. Il a développé toute une thèse sur on va dire, la christianisation des Africains autochtones en Afrique. Et ce livre permet aussi de bien se rendre compte de la dichotomie qui existe entre les Afro-Américains qui sont revenus en Afrique, qui avaient un certain mindset, et les Africains qui sont restés en Afrique, qui avaient aussi un autre mindset, un autre style de vie, une autre vision des choses. Donc ce livre permet, parce que ce monsieur, il a vécu, pour le coup, ce qu'il raconte. Ce n'est pas de l'historiographie racontée après, de l'analyse historiographique, non. C'est de la réflexion sur des événements vécus. Donc c'est vraiment un homme d'époque qui donne un témoignage. Et ce livre est très intéressant, controversé sur certains points. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Mais voilà, je ferai aussi une vidéo dédiée sur ce livre. Mais à garder en mémoire. Alors le livre, il est en anglais, un peu ardu à lire. Je l'ai lu une fois il y a relativement longtemps. Je vais le relire pour faire une très bonne synthèse et pour vous le présenter. Et donc voilà, ça c'est pour Blyden. Et le dernier livre que je vais vous présenter, du coup, qui m'a permis de construire on va dire les premiers épisodes, les premières chroniques, c'est ce livre, The Invention of Africa, du professeur Mudjimbe, qui a été écrit, le livre il a été publié pour la première fois, je pense, en 1988, oui c'est ça, en 1988,
Et Mudimbe, c'est, on va dire, un professeur américain qui enseigne aux États-Unis, mais il est d'origine de la RDC, il est d'origine de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ce livre, il y a deux choses. La première chose, déjà, ce qui intéresse la plupart du temps les gens avec ce livre, c'est que c'est on va dire, il fait une critique, on va dire, du point de vue de Blieden et de l'analyse de Blieden de ce livre. Donc, dans ce livre, on évoque pas mal ce livre, et donc j'en parlerai. D'ailleurs, je pense que quand je présenterai, je vous parlerai en détail de ce livre, je parlerai aussi de ce livre en parallèle. Donc, première chose, petite critique, on va dire, de Blieden, et donc ça c'est sur un chapitre. Et deuxième chose, c'est que ce livre, il est vraiment très bien parce qu'il permet aussi, l'auteur donne son point de vue, on va dire, sur les oppositions entre ce que moi j'appelle le courant. Alors ce livre est très intéressant parce qu'il permet aussi d'avoir un point de vue, il permet d'avoir le point de vue de l'auteur sur toutes les questions de philosophie africaine. Vous savez, ce débat de la philosophie africaine entre Paulin Otonji, et entre l'ethnologue belge ou français qui s'appelait Frobenius, il me semble. Donc voilà, il évoque pas mal ça, il évoque la négritude, la place du marxisme, par exemple chez ceux que j'appelle le courant du panafricanisme révolutionnaire, donc Kwame Nkrumah, etc. Donc voilà, il apporte son point de vue, et d'ailleurs ça va être intéressant pour le coup, pour la suite, comme nous allons le voir dans la vidéo. Donc voilà, livre très intéressant. J'en ferai également un conseil de lecture dédié, vous expliquer en gros réellement la pensée de l'auteur, et voilà. Alors, également en parallèle pour la construction on va dire des premières chroniques que vous avez déjà vues, je n'ai pas utilisé que des livres, j'ai aussi utilisé des documents, on va dire, numériques que j'ai trouvés sur Internet. Alors donc, comme je disais, j'ai utilisé énormément de documents numériques. Et le premier, par exemple, pour connaître, on va dire, le fond de la pensée de Marcus Garvey, notamment l'épisode précédent sur Marcus Garvey, je me suis pas mal inspiré de son livre Philosophy and Opinion of Marcus Garvey, livre très connu. D'ailleurs, Kwame Nkrumah l'a évoqué comme étant un livre qui l'a marqué très fortement et qui l'a orienté, on va dire, dans ses choix. Donc voilà, le livre il est en anglais, vous pouvez le trouver gratuitement sur internet. Donc vous tapez Philosophy and Opinion of Marcus Garvey, PDF, vous allez le trouver. Le livre a été édité par sa femme, il me semble, Amy Jacques Garvey. Et donc voilà, vous pouvez le lire. C'est un livre qui est bien écrit, bien que ce soit en anglais, c'est bien écrit, c'est très succinct, il y a des petits paragraphes par thème. Donc vous trouverez par exemple, comme je l'ai mis dans la chronique, un paragraphe sur le radicalisme, sur l'assimilation des races, sur énormément de sujets. Sur internet, vous découvrirez un article, j'ai découvert un article d'Elika Mbokolo où il évoque les relations entre George Padmore, Kwame Nkrumah et Cyril James. Donc voilà, ils appartiennent au courant du panafricanisme que moi j'appelle le panafricanisme révolutionnaire. Et Elika Mbokolo montre très bien comment ils ont fait passer le panafricanisme d'une dimension simplement militante à une dimension politique, parce que Kwame Nkrumah, il va incarner cela après l'indépendance du Ghana, et avec une politique panafricaine, etc. Et donc, article très intéressant que vous pouvez trouver sur Internet. D'ailleurs, en parlant de George Padmore, je n'ai pas fait d'épisode dédié sur George Padmore, qui est né, je pense, c'est vraiment la même génération que Kwame Nkrumah. Je pense que Kwame Nkrumah, il est né en 1908, en 1909, et George Padmore, je pense qu'il est né en 1908 ou en 1903, enfin un truc comme ça. C'est vraiment des gens de la même génération, et contrairement par exemple à Dubois qui est beaucoup plus vieux parce qu'il est né en 1868. Et comme je l'évoquais dans les chroniques, Kwame Nkrumah a rencontré Dubois pendant le 5e congrès panafricain par l'intermédiaire de George Padmore.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que Georges Padmore, il appartient enfin, il est né à Trinidad, et ce qu'il faut savoir, c'est que Trinidad a quand même une tradition en tout cas a eu dans l'histoire une tradition comment dire, d'engendrer pas mal de panafricains. Notamment, je pense à une triptyque très intéressante. J'aime bien ces trois personnages. Donc Henry Sylvester Williams, voilà, celui qui a l'avocat, on va dire, qui a vécu en Angleterre et qui a organisé la première conférence panafricaine. Le deuxième, du coup, c'est Georges Padmore, qui a écrit Panafricanisme hors communisme. D'ailleurs, je ne l'ai jamais lu, ce livre. Alors, j'ai lu des livres qu'il évoquait, mais je ne l'ai jamais lu, et ça fait partie des livres que j'ai à lire. Je pense que ça va être hyper intéressant. Et un troisième, qui est Stokely Carmichael, que vous connaissez peut-être sous le nom de Kwame Touré. Parce que Stokely Carmichael aussi, c'est un Trinidadien. Du coup, les trois, c'est des Trinidadiens. Henry Sylvester Williams, Georges Padmore et Stokely Carmichael. C'est chronologique, hein, du plus vieux au plus jeune. Et Stokely Carmichael, lui, il a été Black Panther aux États-Unis. Il a eu un peu le même parcours que Dubois finalement, mais c'est pas le même style du tout, parce que Dubois c'est quand même on va dire un universitaire. Stokely Carmichael, il a été militant Black Panther, et puis après, dans une deuxième partie de sa vie, il est revenu en Afrique, et il a pris le surnom de Kwame Touré, enfin le nom de Kwame Touré, donc un mix entre Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Et d'ailleurs, il a été époux ou concubin, il me semble, de Miriam Makeba. Donc personnage également intéressant. Voilà, il avait une certaine, on va dire, il avait la même vision, voilà, de ce courant que Kwame Nkrumah, que Kwame Nkrumah, que Sékou Touré, etc. Voilà, une vision particulière, la vision, on va dire, du monde de ceux qui ont fait le panafricanisme révolutionnaire. Et ça, on va l'évoquer dans la deuxième partie de la vidéo, et on va voir la littérature de ce courant, on va dire. Également, pour faire différentes chroniques, j'ai fait pas mal de recherches sur le site Cairn Info, où j'ai eu pas mal d'infos. Alors, il y a un moment dans l'une des chroniques, j'évoque la confrontation d'idées entre Anténor Firmin qui répond via son essai de l'égalité des races humaines à l'essai de Gobineau, essai sur l'inégalité des races humaines. Alors, j'ai commencé à lire les deux ouvrages, qui sont des très gros ouvrages qu'on trouve gratuitement sur Internet. D'ailleurs, les deux, on les trouve gratuitement sur Internet. Vous pouvez aller chercher si vous êtes intéressé. Juste un conseil, quand vous lisez ces livres, une fois de plus, ce sont des thèses du 19e siècle. Ce sont des livres écrits au 19e siècle. Au 19e siècle, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Au 19e siècle, par exemple, avant Mandel, donc vraiment la première partie du 19e siècle, tout ce qui est génétique, enfin tout ce qui est voilà, la génétique, l'évolution telle qu'on le conçoit aujourd'hui, énormément de concepts scientifiques n'étaient pas connus. Donc les auteurs avaient voilà, différentes théories pour expliquer certaines choses. Et lorsque vous lisez ces ouvrages, il faut avoir ça voilà, en mémoire. Et ce que vous découvrirez par exemple, c'est quand même, avec les éléments d'analyse qu'ils avaient à l'époque, la réponse d'Anténor Firmin à Gobineau, pour le coup. Gobineau, disons qu'il a une vision de droite de l'histoire, une vision raciale, on va dire, ou identitaire. Et Anténor Firmin, bien que je pense qu'il n'ait pas forcément été très influencé par des auteurs, on va dire, de gauche, parce qu'ils vivent à peu près à la même époque. C'est possible qu'il ait lu du Karl Marx, parce qu'on est dans les années 1880-1885, c'est, on va dire, l'époque, c'est l'époque de Karl Marx. Mais je pense pas que, enfin en tout cas de ce que je pense pas qu'il ait été forcément énormément été impacté par ça. Mais on sent bien que chez Anténor Firmin, il y a déjà une réponse, on va dire, économique pour expliquer des différences. Donc c'est une vision de gauche, on va dire, par rapport au point de vue de droite de Gobineau sur voilà, des inégalités sur les races, etc. Et cette vision gauche-droite, c'est aussi quelque chose que j'ai voulu mettre du coup en exergue à différents moments. Par exemple, l'origine de
la gauche et de la droite. Je l'ai évoqué dans l'épisode sur l'évolution des structures sociales en Europe, comment est née la bourgeoisie, comment l'idéologie bourgeoise a emmené, on va dire, une vision de gauche de l'histoire qui s'est opposée à la vision de droite de l'aristocratie, et comment cela a permis de a été un paramètre important pour la suppression de l'esclavage. J'ai également évoqué les oppositions gauche-droite entre Dubois et Marcus Garvey. Là également, avec Gobineau et avec Anténor Firmin, on voit bien qu'on retrouve toujours ces oppositions gauche-droite. D'un côté, à gauche, l'économique, pour expliquer, on va dire, les différences entre les sociétés, les rapports de force dans des sociétés esclavagistes, etc. Et un point de vue, on va dire, racial, identitaire, pour expliquer tout cela. Et c'est un élément très important qui va souvent revenir sur la chaîne, parce que en fait, on va dire, ces lignes d'analyse dans l'histoire, ces lignes de fracture existent encore jusqu'à aujourd'hui. La gauche, la droite, les visions économiques ou identitaires, ça existe encore aujourd'hui, même si c'est énormément évolué. Donc on va revoir tout ça. Et aussi, voilà, dans le fond, dans les différentes chroniques, c'est aussi un élément que j'ai voulu vraiment que vous perceviez. Et j'espère que vous l'avez perçu, ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez retourner regarder les chroniques. C'est un élément très fort, un marquant très fort dans l'histoire. Et du coup, pour revenir aux deux livres de Gobineau et d'Anténor Firmin, c'est des très gros livres. Moi, j'ai commencé à les lire les deux, les uns et les autres, et je ne les ai pas encore finis. Sur Internet, ce qui est pas mal, c'est qu'en version audio, il me semble que vous pouvez trouver le livre de Gobineau. Vous n'avez pas besoin de l'aimer pour le lire, vous n'avez pas besoin de partager ses idées pour le lire. Mais moi, je pense que c'est intéressant de lire et de savoir ce qu'il y a vraiment dans le fond d'un livre, au lieu de toujours évoquer, dire que telle personne est raciste, sans l'avoir jamais lu. Au lieu, voilà, d'avoir des préjugés sur les gens, il faut les lire, tout simplement, les lire. Et si le mec, il est effectivement raciste, bah, il est raciste. Vous avez lu le livre, vous avez les phrases, les paragraphes, les pages où clairement les propos sont racistes. Et de l'autre côté, vous allez également lire Anténor Firmin. Les deux livres sont en version numérique, donc lisez les deux, vous allez vous cultiver, vous allez découvrir des choses. Vous aurez des arguments, on va dire, vous aurez des arguments tout simplement pour discuter cette phase de l'histoire. Et voilà, donc là nous avons fini notre première partie, notre première chronique, notre première partie de la vidéo. Et nous allons attaquer à présent la deuxième partie. Alors la deuxième partie, nous allons